Donc, oui, encore une fois, je l'ai dit, c'était très important. J'ai réfléchi avec mes camarades de la France Insoumise à ce qu'on pouvait faire ici, dans cette circonscription, parce que, je l'ai rappelé, depuis le 7 octobre quand même, il y a eu des mobilisations. Ces mobilisations sont allées croissant, sont allées crescendo. Mais enfin, au point de départ, ça a quand même été très difficile. Pendant plus de 3 semaines, le gouvernement français, le gouvernement d'Emmanuel Macron, a interdit l'ensemble des manifestations. Et puis, il faut le dire aussi, quand même, on est confronté à un problème, c'est que les médias qui, et je pense en particulier à des chaînes comme BFM ou CNews, qui, du matin au soir, font ce qu'elles appellent de l'information, en réalité, ce qu'elles font, c'est ni plus ni moins qu'une opération de matraquage absolument systématique. Alors, je ne vais pas reprendre la situation parce que je vais pas développer longuement, mais enfin quand même, je regardais les chiffres encore une fois là ce matin, avant de venir. Au moment où on parle, là, il y a près de 15 000 morts à Gaza. Sur ces 15 000 morts, il y a près de 7 000 enfants. On le sait par ailleurs, la population gazaoui est une population extrêmement jeune. Mais les bombardements, et il faudrait y revenir d'ailleurs sur ces bombardements, parce que les tonnes de bombes qui ont été déversées sur Gaza nous ramènent au niveau d'opérations militaires extrêmement destructrices. On est même au-delà de ce qui a été déversé, par exemple, sur la ville allemande de Dresde en 1945. Vous êtes comme moi, vous avez sans doute entendu les déclarations de fous furieux, véritablement, du gouvernement israélien, du gouvernement Netanyahou et d'un certain nombre de ses dirigeants. Je pense notamment aux déclarations du ministre de la Défense israélien, qui a parlé d'animaux humains et qui donc appelle purement et simplement à les éradiquer. J'ai en tête également les propos qui ont été tenus par un ancien haut gradé de l'armée israélienne, il s'appelle Gora Eiland, et voici ce qu'il déclare. Il dit, c'était au tout début, dans les tout premiers jours du conflit, juste après le 7 octobre. Il dit, ce qu'il faudrait pour régler le problème, c'est une catastrophe humanitaire. C'est une catastrophe humanitaire et nous y sommes prêts. Et de fait, parce que j'ai parlé tout à l'heure, moi, dans mon discours, de l'exigence de levée du blocus de Gaza. Et j'ai dit, parce que c'est lié, que la situation, en réalité, n'a pas commencé le 7 octobre. Les jeunes filles qui viennent de s'exprimer, qui viennent de lire les poèmes très émouvants qu'elles ont lus, elles le disent, c'est tout un peuple qui résiste. Mais cette résistance du peuple palestinien, elle dure depuis maintenant 75 ans. J'ai eu l'occasion de le dire à la fin de mon discours, je ne sais pas si vous l'avez entendu, donc je le répète ici. Il ne peut pas y avoir de solution sur la base de la négation du droit de tout un peuple à la terre, à la liberté et à la souveraineté. Or, il faut le dire clairement, les conditions dans lesquelles, après la Seconde Guerre mondiale, l'État d'Israël a été instauré. Et il a été instauré sur la base de la décision des gouvernements des principales puissances. Je pense en particulier aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Et les plans remontent à très loin puisqu'ils remontent en réalité à 1917. C'est l'impérialisme britannique, c'est Lord Balfour, qui était un ministre important du gouvernement britannique, qui avait mis au point en 1917 ce qui donnera bien des années après la naissance de l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël a été fondé sur quelle base? Il a été fondé sur la base de l'expropriation de tout un peuple. J'ai eu l'occasion d'en parler, j'ai cité ce mot qui signifie catastrophe. J'ai parlé de la Nakba. La Nakba, elle commence en 1948. En 1948, les colons israéliens expulsent de leurs terres, expulsent de leurs maisons des centaines, des milliers de familles.
Et ensuite, cette opération s'est poursuivie et s'est poursuivie. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les Palestiniens ce peuple est privé de tout. Et lorsque j'ai entendu le gouvernement israélien et l'armée israélienne ordonner à la population du nord de Gaza de quitter le nord de Gaza pour aller vers le sud, alors que les bombes pleuvaient de toutes parts. Oui, il faut le dire en tant que tel, ce à quoi on assiste, c'est à une opération d'épuration et de nettoyage ethnique en règle. Et j'ai cité tout à l'heure les tractations qui ont eu lieu. Je ne sais pas si elles continuent, on manque d'informations, mais des tractations ont eu lieu entre l'État israélien et l'État égyptien pour que des milliers et des milliers de Palestiniens, de Gazaouis, soient expulsés de Gaza et se rendent, soient expulsés vers l'Égypte et soient expulsés vers le Sinaï. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a au plus haut niveau de l'État israélien la volonté, d'une certaine manière, d'en finir avec ce qu'ils appellent le problème palestinien. Et c'est à ça qu'on assiste en ce moment même. Et cela est absolument intolérable. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début, le mouvement auquel j'appartiens, de la France Insoumise, exige le cessez-le-feu immédiat. Alors vous l'avez vu, ça nous a valu des attaques incessantes. En particulier tout au long des premières semaines. Mais ces attaques continuent, mais elles ont été particulièrement violentes. On a tout entendu. On a été accusés d'être des antisémites. On a été accusés d'apologie du terrorisme. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'au point de départ, dès le 7 octobre, nous disons une chose. Dès le 7 octobre, le groupe parlementaire LFI publie un communiqué de presse. Dans ce communiqué de presse, nous avons inscrit ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, les massacres effroyables qui ont eu lieu, nous l'avons inscrit dans un contexte. Nous avons dit ce que d'autres ont dit après nous d'ailleurs. Nous avons dit attention, le problème n'a pas commencé le 7 octobre. L'occupation par l'État d'Israël de la Palestine a commencé bien des décennies avant, et ce à quoi nous avons affaire, en réalité, c'est à une occupation et à une oppression coloniale. Et oui, le peuple palestinien résiste à cette occupation et à cette oppression coloniale. Il résiste d'ailleurs et dans les pires conditions depuis 75 ans. J'ai évoqué la Nakba. Il y a aujourd'hui, en exil, en Jordanie, au Liban, des milliers de Palestiniens qui ont conservé la clé de la maison que leur famille occupait avant d'en être expulsés en 1948 ou pour d'autres ensuite en 1967 ou dans les années qui ont suivi. Et donc, dès le départ, nous avons inscrit ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël dans ce contexte. Et j'avoue que quand j'ai entendu Ronnie Broman, ancien patron de Médecins sans frontières, je crois, dire la même chose, d'une certaine manière, ça m'a fait chaud au cœur parce que je ne vous cache pas que dans les premiers temps, on se sentait un peu seul et on se sentait un peu isolé face au déchaînement médiatique contre la France insoumise. Ronnie Broman, sur le plateau de BFM, il explique la chose suivante. Il dit « Mais bien évidemment que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est atroce. Bien évidemment qu'on parle de montagne d'atrocités. Mais cette montagne d'atrocités est elle-même une riposte aux atrocités accumulées depuis des décennies et des décennies du fait des gouvernements israéliens successifs contre le peuple palestinien. J'ai parlé tout à l'heure, moi j'ai vu ces images hier, franchement, ça me prend à la gorge, ça m'arrache les tripes. Parmi les prisonniers palestiniens qui ont été libérés dans le cadre de la trêve qui a commencé hier, la plupart d'entre eux sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui ont été emprisonnés, et pour certains qui ont été torturés, qui ont été emprisonnés alors qu'ils avaient 12 ans, alors qu'ils avaient 13 ans. Je viens de voir une image tout à l'heure d'un gamin de 6 ans
d'un petit Palestinien de 6 ans qui a été embarqué pour être jeté en prison pour plusieurs semaines par les soldats de Tzahal. C'est de cela dont on parle. C'est cela la réalité. Et c'est cela que, pour l'avoir dit, parce que nous l'avons dit, nous, à la France Insoumise, nous avons été attaqués de la manière que vous avez vue. Il y a aussi une chose qu'on ne nous a pas pardonnée, c'est d'avoir dit dès le départ, nous pleurons les victimes des deux côtés. Nous pleurons les victimes israéliennes et nous pleurons les victimes palestiniennes. Et je vais citer ici l'un de mes collègues députés de la France Insoumise. Il s'appelle Jean-Philippe Nilor, c'est un député martiniquais. Et un jour, on discutait dans le groupe parlementaire de la France Insoumise et il dit la chose suivante, la formule qu'il a utilisée m'a marqué. Il dit, moi, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est que une victime israélienne, c'est égal pour beaucoup de gens à 100 victimes palestiniennes. Eh bien ça, je ne le supporte pas. Et il ajoute, il est martiniquais, et c'est un colonisé qui vous parle. Alors, voilà, moi, ce qui me guide depuis le départ, c'est le refus de cette barbarie, et c'est le refus de taire que la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui est le produit de cette occupation coloniale qui dure maintenant depuis 75 ans. Et vous l'avez vu, le déchaînement, l'acharnement contre nous, contre la France Insoumise, il s'est particulièrement amplifié du fait du refus de la France Insoumise de qualifier le Hamas de terroriste. Nous n'avons pas utilisé cet adjectif. Et nous n'avons pas utilisé cet adjectif, pas du tout pour relativiser ce qui s'est passé le 7 octobre. D'ailleurs, nous l'avons condamné dès le départ. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais il faut être clair sur une chose. Nous avons refusé de rentrer dans cette logique infernale dans laquelle certains voulaient nous entraîner et voudraient toujours nous entraîner, à savoir qu'il s'agirait d'une lutte du bien contre le mal. Parce qu'on a déjà connu des situations de ce type. Rappelez-vous ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, il y a les attaques contre les deux tours jumelles à New York. Et immédiatement après, le président américain de l'époque, c'était George Bush, dit « il y a deux camps. Il y a le camp du bien, il y a le camp du mal. Le camp du mal, ce sont les terroristes. Le camp du bien, ce sont les grandes puissances occidentales. Et au nom du fait qu'il y a un camp du bien et un camp du mal, eh bien donc, on peut tout détruire. C'est vers ça qu'ils voulaient nous entraîner. Et nous avons dit non. Nous avons dit non, on ne rentrera pas sur ce terrain parce que ce dont il s'agit dans ce conflit, c'est bel et bien d'une guerre qui est le produit et qui est le résultat de l'oppression et de l'occupation coloniale. Alors, évidemment, ça s'est déchaîné, mais on n'a pas cédé. Et je pense qu'on a eu raison de ne pas céder, malgré les attaques. Il y a une chose que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, mais sur laquelle je voudrais revenir. C'était il y a 15 jours maintenant, a été appelé par la présidente de l'Assemblée nationale, la même qui avait prétendu nous faire applaudir, approuver par acclamation dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le soutien inconditionnel à Israël, ce que nous avions refusé de faire. Nous avons été le seul groupe parlementaire à refuser d'approuver le soutien inconditionnel à Israël. La présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, vous le savez, ont appelé à manifester le 12 novembre dernier pour marcher, pour défiler contre l'antisémitisme. Pour notre part, nous avons refusé de nous prêter à cette opération. Bien évidemment, lutter contre l'antisémitisme, c'est indispensable. Mais on ne divise pas les choses. Moi, je lutte contre l'antisémitisme et je lutte contre toutes les formes de racisme. Et je constate une chose, c'est que le 12 novembre, à Paris, il y avait côte à côte la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, il y avait le gouvernement, il y avait plusieurs ministres du gouvernement, et puis il y avait le Rassemblement national, et puis il y avait Éric Zemmour. Et sur ces chaînes d'information en continu,
qui, du matin au soir, déverse toujours les mêmes informations et qui d'ailleurs montre très peu d'images de ce qui se passe à Gaza. Eh bien, sur ces chaînes d'information en continu, on a entendu pendant de longues minutes, de très longues minutes, on a entendu Éric Zemmour, par exemple, nous expliquer que le problème dans ce pays, c'était les banlieues islamisées. J'ai entendu, notamment parmi ceux qui ont défilé le 12 novembre, il y avait ce député du Rassemblement national, Julien Audoul, qui a participé au tout début, c'était début octobre, à une manifestation convoquée par le CRIF. Et dans cette manifestation, il dit la chose suivante. Il dit « il faut éradiquer Gaza et la France insoumise ». Ces gens-là ont défilé le 12 novembre. Ces gens-là diffusent la haine. Alors oui, il faut lutter contre le racisme et j'y insiste, contre toutes les formes de racisme. Et je n'oublie pas au passage que ces discours de haine qui sont déversés du matin au soir, ils ont eu notamment pour résultat que l'autre jour, dans le Val-de-Marne, un jardinier a failli être égorgé, qu'il a été sauvagement attaqué par quelqu'un qui, en l'attaquant, a crié « Je suis chez moi, sors d'ici, sale bougnoule ». C'est ça aussi, la situation. Alors, marcher aux côtés de ceux qui diffusent ce genre d'idées, qui sont complaisamment relayées par tous les médias, ça n'est pas possible. Et j'ajoute une chose, défiler aux côtés ou derrière d'un gouvernement qui nous a demandé d'approuver le soutien inconditionnel à l'État d'Israël, cela non plus, ce n'était pas possible. Parce que le soutien inconditionnel à l'État d'Israël, qui ensuite est devenu « Israël a le droit de se défendre », eh bien les conséquences, on les a sous les yeux aujourd'hui même. Pendant des semaines et des semaines, le gouvernement français n'a cessé d'expliquer la même chose. Il n'a cessé de nous dire « Israël a le droit de se défendre ». Je l'ai dit tout à l'heure. Le droit de se défendre, ce serait détruire des hôpitaux. Le droit de se défendre, ce serait de bombarder les écoles de l'ONU dans lesquelles les Palestiniens cherchent tant bien que mal à se réfugier. Le droit de se défendre, ce serait de massacrer aujourd'hui près de 7000 enfants. Non, c'est pas ça le droit de se défendre. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est bel et bien d'une opération d'épuration ethnique. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est intolérable. Et ça, évidemment, il faut que ça s'arrête. Et j'insiste sur une chose. Je l'ai dit, mais je le répète. Ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait 75 ans que ça dure. Alors, la solution, on entend beaucoup de choses sur la situation en Palestine. On entend souvent convoquer le droit international. On entend parler aussi parfois de la solution aux deux États. Bon, moi, je dois le dire, le droit international, je ne sais pas toujours très clairement ce que c'est. D'ailleurs, vous m'entendrez rarement me réclamer du droit international, même si je comprends parfaitement qu'il y soit fait référence. Pourquoi est-ce que j'ai du mal avec ça? C'est très simple. J'avais 20 ans quand a lieu la première guerre du Golfe. J'étais un peu plus âgé, forcément, quand éclate en 2003 l'invasion de l'Irak. Je me rappelle très bien Colin Powell, le ministre, le secrétaire d'État, chargé des affaires étrangères, à l'Assemblée de l'ONU, brandir une fiole en disant « Nous avons la preuve que Saddam Hussein détient des armes de destruction massive ». De quoi ils ont déchaîné la barbarie sur Bagdad et sur l'Irak avec les conséquences qu'on sait. Et on sait aujourd'hui, on le savait aussi à l'époque, mais les médias à l'époque nous disaient bien évidemment l'inverse, mais on a la preuve aujourd'hui que tout ça, ce n'était que des mensonges. Alors le droit international, moi j'ai toujours été un petit peu méfiant. Puis la solution des deux États, très franchement, je ne sais pas. Moi j'appartiens à un courant politique qui s'appelle la 4e internationale. Bon, ça n'a jamais été notre tasse de thé, si on peut dire, la solution des deux États. En 1993, quand sont signés les accords d'Oslo, je commençais à réfléchir à 2-3 choses et je me disais, mais ça ne va pas marcher cette histoire, parce que tant que l'État d'Israël sera un État qui repose
sur l'expropriation de tout un peuple, eh bien, le sort qui sera réservé aux Palestiniens, ce sera de vivre dans des ghettos. Et de fait, c'est ce qui se passe. Et de fait, c'est ce qui s'est passé ensuite. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il ne peut y avoir de solution pour les peuples. Et j'insiste, des deux côtés. Il ne peut pas y avoir de solution pour le peuple juif. Il ne peut pas y avoir de solution pour le peuple palestinien sur la base de l'expropriation de tout un peuple et de la négation de son droit à la liberté, à la souveraineté et à la terre. Il y a des dizaines d'exemples dans l'histoire qui le démontrent. Dès lors qu'on opprime un peuple, dès lors qu'on le prive de tout, inévitablement, ce peuple résiste. Et si la réponse, c'est de nier son droit à la terre, à la liberté et à la souveraineté, alors ça ne peut qu'entraîner un engrenage infernal de violence et de haine qui est destructeur pour les peuples des deux côtés. Et donc c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, avec mes camarades de la France Insoumise et beaucoup plus largement, et vous en êtes la preuve aujourd'hui, eh bien, on met toutes nos forces dans la bataille pour dire ce qu'il faut maintenant, tout de suite, c'est un cessez-le-feu total et définitif. Vous avez vu, j'ai parlé des mobilisations qui ont eu lieu depuis maintenant plusieurs semaines. Ces mobilisations, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas les sous-estimer. Parce que parfois, on a l'impression qu'on crie dans le vide, qu'on crie dans le désert. Mais le refus de, de ce qui se passe, de la barbarie qui est en cours, le refus de la politique des gouvernements, et notamment ici, du gouvernement français, du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui pendant de longues semaines n'a cessé de dire « nous soutenons l'État d'Israël ». Ce refus, en réalité, il est énorme. Moi, je l'ai constaté, notamment sur le marché. J'ai publié il y a quelques semaines un communiqué dans lequel j'explique en substance ce que je suis en train de vous raconter, en plus court évidemment. J'ai été extrêmement frappé, je n'ai pas été surpris, mais c'était extrêmement frappant de voir l'accueil à ce communiqué, parce que c'est normal, les gens dans leur immense majorité, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la paix, tout simplement. Et donc, quelles que soient les attaques, quel que soit l'acharnement, quel que soit le déchaînement, nous ne lâcherons pas et nous continuerons à dire cessez-le-feu total et définitif, la trêve qui a été décidée à partir d'hier crée d'une certaine manière une situation nouvelle. Personne ne peut s'en satisfaire, mais vous n'y pouvez rien. C'est un répit très fragile. Je l'ai dit, les centaines de Gazaouis qui remontaient du sud vers le nord d'où ils avaient été expulsés. Pour certains, ont été pris pour cible par des snipers de Tsahal parce que Tsahal a interdit que la population revienne dans le nord. Mais dès qu'ils ont appris qu'il y avait une trêve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit on retourne chez nous. On retourne chez nous pour essayer de reconstruire ce qui a été détruit. Alors aujourd'hui, il faut utiliser cette très fragile lueur d'espoir pour dire un répit momentané. Si c'est pour reprendre les bombardements dans 3 jours, ça nous n'en voulons pas. Ce qu'il faut maintenant tout de suite, c'est le cessez-le-feu total et définitif, c'est l'arrêt total des bombardements et c'est la levée du blocus de Gaza. Parce qu'il n'est pas vrai qu'une solution puisse être dégagée sur la base de plus de 2 millions de personnes qui vivent en prison et qui subissent, parce que c'est une prison à ciel ouvert, c'est même devenu aujourd'hui un cimetière ou un charnier à ciel ouvert, et donc il faut que cette barbarie et cette folie cessent, et c'est la raison pour laquelle ce mot d'ordre de cessez-le-feu immédiat, total et définitif est d'une extrême importance. Alors moi, je voudrais conclure par une chose, c'est bien évidemment lancer un message, et le nombre qu'on est dans cette salle aujourd'hui est déjà un signe extrêmement positif, mais c'est de lancer un message pour amplifier la mobilisation. Il commence à y avoir, dans un certain nombre de secteurs professionnels, des rassemblements parfois modestes, mais qui contribuent à briser le mur du silence. J'ai vu, par exemple, à la faculté de Montpellier, quelques dizaines
de syndicalistes, de professeurs, d'étudiants qui se sont réunis sur les exigences dont je viens de parler. Je sais que dans d'autres secteurs, je sais que notamment dans des hôpitaux, je pense à un hôpital à Lyon, l'hôpital du Vinatier, les personnels se sont réunis devant l'hôpital et ont dit, en Palestine, à Gaza, l'armée israélienne, avec d'ailleurs le soutien et la complicité ici même de notre gouvernement, bombarde un hôpital. Nous sommes des personnels de santé, nous sommes des personnels hospitaliers. Nous n'acceptons pas la barbarie qui est en train de se dérouler. Et je pense que ça, il faut le multiplier absolument partout. Des rassemblements comme ceux qu'on a fait aujourd'hui, il faut qu'il y en ait d'autres, encore plus importants et encore plus larges et encore plus nombreux. Bref, on ne va pas lâcher. Et je voudrais conclure sur deux choses, sur deux informations. Moi, je suis un militant internationaliste, alors on tient à votre disposition, il y a plusieurs exemplaires de cet appel sur la table ici, on tient à votre disposition un appel qui a été lancé par une bonne centaine de responsables politiques et syndicaux africains, d'Afrique du Nord, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'Afrique noire. Et ces responsables politiques et ces syndicalistes africains, ils se rassemblent pour dire, j'en lis quelques extraits, donc c'est une déclaration de soutien à la Palestine qui commence par l'évocation des scènes d'horreur en Palestine, et voilà comment ça se termine. Nous sommes des militants africains d'horizons divers, engagés dans un combat quotidien pour la démocratie, les droits politiques et sociaux dans leurs pays respectifs, contre la guerre et l'exploitation pour la souveraineté des peuples. Nos pays ont vécu la colonisation et la domination impérialiste. Aussi, nous condamnons avec gravité et horreur le génocide en cours en Palestine. Le cessez-le-feu et l'accès aux besoins fondamentaux, soins, eau, électricité, alimentation, logement, sécurité, sont l'urgence. Pour cela, nous exigeons l'arrêt immédiat des bombardements et la levée sans condition du blocus dans la bande de Gaza. On tient cet appel à votre disposition, prenez-le et faites-le connaître autour de vous. Et puis il y a un prochain rendez-vous, et là, c'est promis, je m'arrête là. Ce prochain rendez-vous, c'est que la semaine prochaine aura lieu une manifestation au départ de la place de la République pour la paix et la justice et pour un cessez-le-feu permanent. Donc, surtout, continuons et amplifions cette mobilisation. C'est absolument indispensable. Merci à vous.